Bonsoir, édition spéciale du journal ce soir. Ils sont des dizaines de milliers à fuir l'Ukraine vers la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, des pays voisins. Ils fuient les bombes russes. Les hommes, pour la plupart, sont restés combattre en Ukraine à l'appel du président. Ce sont donc beaucoup de femmes et d'enfants qui franchissent les frontières. Reportage de Fred Varlet et Benoît Feit. Ils sont déjà plus de 100 000 à avoir franchi les frontières de l'Ukraine ces dernières heures pour se réfugier dans les pays voisins, comme ici, en Pologne ou encore en Slovaquie. Un exode qui déchire de nombreuses familles depuis que la mobilisation générale des hommes âgés de 18 à 60 ans a été décrétée en Ukraine. À cause de la loi martiale, l'armée est obligatoire. Tous les hommes doivent se battre pour le pays, pour empêcher les attaques des forces ennemies. Et pour que tout se passe bien, nous et les enfants, nous devons quitter l'Ukraine. Et les mêmes scènes se répètent tout le long de la frontière ukrainienne, comme ici en Roumanie, où plus de 10 000 réfugiés sont arrivés ces dernières heures. We want to leave Ukraine right now, but I think that there is no possibility for men to leave. So we need to decide. I have a 5-year-old kid, and I have also my sister who has 2 kids. So we are really scared and don't know what will happen here. Certains ont également pris la direction de la Hongrie, à la hâte, avec les moyens du bord. Des réfugiés qui ne s'attendaient pas à vivre un tel exil. Je suis épuisée. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous avons passé la nuit à pleurer parce que nous ne savions pas ce qu'allait nous arriver le matin. Nous avons regardé la télévision qui montrait des bombardements incessants. Il y avait des scènes horribles. La guerre pouvait nous tomber dessus à n'importe quel moment. C'est tellement triste d'en arriver ici à notre âge en fuyant une guerre. Certains sont également arrivés jusqu'en Moldavie, un pays qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN, mais où les exilés ukrainiens sont jusqu'ici accueillis à bras ouverts. Des volontaires sont venus nous demander si nous avions un endroit où rester, mais c'est la première fois que je viens ici et je ne savais à qui m'adresser. Alors on nous a donné un appartement où nous pourrons rester tous les 3. Quand mon père sera là, nous irons à Chisinau, où une femme du nom de Victoria va nous loger. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Un mouvement qui annonce sans doute un exode bien plus important dans les prochaines heures et les prochains jours. Selon les Nations Unies, 5 millions d'Ukrainiens pourraient ainsi être amenés à quitter leur pays si l'invasion russe se poursuit. Et l'un des pays de refuge pour ces Ukrainiens, c'est la Pologne. Et on rejoint d'ailleurs notre envoyé spécial sur place, Pascal Bustamante. Pascal, vous êtes à Medyka, précisément à la frontière avec l'Ukraine. Sur place, on se prépare à accueillir les Ukrainiens. Eh bien oui, nous sommes ici à quelques centaines de mètres du poste frontière et comme vous le voyez derrière moi, c'est vraiment l'effervescence. Ce petit village frontière n'est plus qu'un immense embouteillage, tant le nombre de voitures de Polonais est grand qui viennent rechercher ici des réfugiés qui viennent de traverser la frontière. Une frontière qui fait 535 kilomètres, donc c'est la frontière qui sépare l'Ukraine de la Pologne et aujourd'hui, selon les gardes-frontières, une quinzaine de milliers de personnes seulement auraient traversé. Mais rien qu'à voir l'agitation qu'il y a ici, je pense que ce nombre est bien plus élevé que ça. Et la Pologne essaye effectivement de se préparer. 9 centres d'accueil ont été ouverts le long de la frontière où les Ukrainiens peuvent recevoir évidemment le gîte et le couvert, mais aussi de l'assistance médicale et donc évidemment une chose très très importante pour l'instant, de l'information. Le ministre de la Santé a annoncé qu'il y avait plusieurs milliers de lits qui avaient été libérés pour accueillir d'éventuels blessés. Et en ces temps de Covid, vous imaginez que ce n'est pas évident. La société civile, elle aussi, s'organise. Des organisations proches de l'Église, mais des ONG aussi ou des institutions d'enseignement font leur possible pour accueillir ces Ukrainiens qui traversent la frontière. Une solidarité donc qui s'organise ici, qui a des échos jusqu'en Belgique, puisqu'on sait que le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, Sami Madi, a annoncé l'intention d'envoyer des fonctionnaires ici pour aider à l'enregistrement de toutes ces personnes qui souhaiteraient trouver asile en Europe dans les semaines à venir.
Merci Pascal pour toutes vos explications en direct de Pologne, un des pays donc refuge pour les Ukrainiens qui fuient la guerre. La guerre et l'armée russe qui sont aux portes de Kiev depuis plusieurs heures maintenant. La capitale est prise pour cible par l'armée de Vladimir Poutine. L'étau se resserre autour d'elle. Nous allons le voir sur ces images avec Nicolas Lejuste et Éric Destiné. Des tirs nourris ce matin au cœur du quartier d'Obolon, une zone résidentielle à l'entrée de Kiev, la capitale de l'Ukraine, à 9 km à peine du Parlement. Les habitants filment, impuissants, l'arrivée de blindés russes au pied de leurs immeubles. Ici, un engin dévie de sa route et écrase une voiture. L'occupant est simplement blessé. Quelques heures plus tôt, dans le ciel de Kiev, des explosions ont réveillé la population. Les dégâts constatés sont importants. À la lueur du jour, les restes d'un avion non identifié sont découverts. Plusieurs zones densément peuplées ont été touchées. Ici, c'est un bombardement qui a soufflé les façades. On dormait et on a entendu un boom. Nous étions choqués, nous sommes sortis dans la rue. Je vis ici, juste dans ce bâtiment tout près. Je suis allée dans le couloir, il était rempli de fumée. Fin de matinée, des soldats ukrainiens se sont déployés au centre-ville pour protéger la capitale et les institutions. Les autorités ont aussi distribué des armes à des civils qui se présentent comme des volontaires. On nous a donné des armes au bureau d'enregistrement militaire car nous sommes des volontaires militaires. C'est juste que maintenant la situation est telle qu'il n'est plus possible d'attendre une convocation. Dans ce contexte, beaucoup d'habitants de Kiev se sont terrés dans les stations de métro, dans les parkings ou dans ces caves transformées en abris. Nous avons dormi, mais nous avons été réveillés par une explosion à 4h20 près de notre maison. Un missile a été abattu. D'autres ont encore tenté de fuir. Dans cette gare, ils étaient des milliers. Des soldats ukrainiens ont tiré en l'air pour disperser la foule. Nous avons essayé de partir toute la matinée, mais comme vous le voyez, la situation est surréaliste. Impossible de partir. Nous sommes nombreux, nous avons un chien, on ne peut pas arriver au train. Finalement, les militaires russes ne sont pas entrés dans le centre-ville, mais ils ont repris le contrôle d'un aéroport proche de Kiev. L'essentiel de leurs troupes se trouve ce soir à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Ce pont détruit sur un axe stratégique a peut-être freiné momentanément la progression de certains blindés. Et pour éviter les bombes, les habitants de la capitale se réfugient notamment dans le métro, des dizaines de mètres sous terre. Nos envoyés spéciaux sur place les ont suivis. Regardez ce reportage de Joséphine Turli et Catherine Tonero. Il est commenté par Rachel Crivel-Arroux. Certains sont déjà là depuis hier soir. Ils ont passé la nuit dans le métro. D'autres sont arrivés tôt ce matin quand ils ont entendu les sirènes d'alarme. Juste le temps d'embarquer quelques couvertures, un peu de nourriture, des réserves d'eau, comme Valeria venue mettre sa famille à l'abri. Je suis ici avec ma fille et ma maman. C'est toute ma famille maintenant. Nous n'avons pas d'autres possibilités. Nous ne savons pas ce que nous pourrions faire d'autre. Ce matin, de puissantes détonations se sont fait entendre aux quatre coins de la capitale. De nombreux habitants se sont précipités dans le métro. Creusé à plus de 100 mètres de profondeur, il fait office de bunker pour la population de Kiev. Bogdan n'a pas hésité à venir s'y réfugier en emmenant sa mère malade. Je suis ici avec ma mère depuis 7h45, 8h du matin. Nous sommes ici juste pour attendre la fin de l'attaque. Les sirènes d'alarme résonnaient dans toute la ville. Coincés au milieu des rames de métro qui continuent à circuler comme d'habitude, les habitants de Kiev prennent leur mal d'impatience, mais pour Elena, il est temps de bouger. Nous, on prend tous les vêtements et on essaye de changer la location parce que mon amie et la compagnie essayaient de changer pour les parkings de le grand business center. Mais la plupart des réfugiés du métro, les yeux rivés sur leur téléphone, préfèrent attendre la suite des événements.
Oui, la suite des événements qui dépendra fortement des forces en présence dans ce conflit en Ukraine. On va faire le point avec vous, Aurélie Dizier. Alors Aurélie, quelles troupes sont sur le sol ukrainien aujourd'hui ? Alors du côté de l'armée ukrainienne, eh bien, on a 150 000 hommes. Ils sont basés à Kiev, à proximité du Donbass, également aux frontières notamment. Et le pays dispose également de 125 avions de chasse et de 850 chars de combat. Face à eux, eh bien, il y a l'armée russe qui a vraiment encerclé l'Ukraine et l'attaque de toutes parts. 190 000 hommes sont présents sur place, des soldats principalement, mais également les forces spéciales. Et puis on compte dans ces chiffres les séparatistes pro-russes. Alors, question matérielle, eh bien, les Russes ont rassemblé ici 1200 chars, 300 canons, 200 avions de combat et à cela s'ajoute évidemment sa force navale qui se trouve dans la mer Noire. A priori, vu comme ça, il y a peu de doute sur qui pourrait l'emporter. Mais oui, évidemment, c'est David contre Goliath. L'armée ukrainienne s'est modernisée, certes, ces dernières années, mais les soldats sont peu expérimentés, ils sont sous-équipés et d'ailleurs la preuve c'est que les entraînements des citoyens ont eu lieu ces derniers mois et qu'actuellement ils reçoivent eux-mêmes des armes. Pas de quoi donc, vous le disiez, faire face aux géants russes. Les soldats sont d'ailleurs bien formés, la Russie est une industrie d'armement d'ailleurs. Voyez par exemple ces missiles hypersoniques qui sont en cours d'essai très régulièrement et puis Vladimir Poutine l'a rappelé hier soir, son pays est une puissance nucléaire. Et face aux Russes, l'Ukraine a bénéficié de soutien extérieur ces dernières années, ces derniers mois ? Oui, bien sûr. Donc, elle a reçu des aides matérielles des pays alliés, des drones, des munitions, des missiles anti-chars notamment. Et puis, l'OTAN lui a versé des milliards de dollars pour moderniser son armée. Alors, est-ce que le pays va encore recevoir de l'aide militaire ? Eh bien, on verra dans les prochains jours. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Dizier pour toutes vos explications. Eh bien, et justement, cet après-midi, Vladimir Poutine a lancé un appel à cette armée ukrainienne. Le président russe lui demande de retourner ses armes vers son président et de lui prendre le pouvoir. Il s'est exprimé devant son Conseil de sécurité, une nouvelle déclaration assez violente qui a été retransmise à la télévision. Regardez. Une fois de plus, j'appelle les militaires des forces armées ukrainiennes. Ne laissez pas les néo-nazis et les ultranationalistes ukrainiens utiliser vos enfants, épouses et personnes âgées comme boucliers humains. Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il nous sera plus facile de négocier qu'avec cette clique de drogués et de néo-nazis qui s'est installée à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est lui aussi exprimé en cette fin d'après-midi. Il s'est filmé en mode selfie dans la rue. Il était accompagné de ses collaborateurs les plus proches. Vous allez l'entendre, il compte bien résister. Nous sommes tous là, nos soldats sont là, nos citoyens sont là, et nous sommes là. Nous défendons notre indépendance, c'est comme ça que ça va se passer. Gloire à nos défenseurs, hommes et femmes, gloire à l'Ukraine. Et face à ces discours violents, notamment de Vladimir Poutine et cette guerre, les voix s'élèvent pour que l'OTAN agisse. Une centaine de personnes se sont rassemblées devant les bâtiments de l'Organisation Nord-Atlantique à Bruxelles, des Ukrainiens de Belgique. Je vous rappelle que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Les pays membres l'ont déjà fait savoir. Ils n'interviendront pas militairement sur place. Mais un sommet a eu lieu cet après-midi pour faire justement le point sur la situation en Ukraine. Ils ont décidé d'envoyer des renforts en Europe de l'Est, un déploiement défensif. L'Union européenne et les États-Unis ont, eux, adopté de nouvelles sanctions économiques contre le président russe et ses proches. On fait le point sur toutes ces sanctions avec Jonathan Romomarin et Laurent Rare. Un sommet d'urgence de l'OTAN, une réunion des ministres européens des Affaires étrangères et des déclarations où les mots sont lourds de sens. Tout au long de la journée, les plus hauts dirigeants se sont réunis à la fois pour appeler le président russe à la raison et pour le mettre en garde. Tout d'abord l'OTAN, qui va renforcer les moyens militaires terrestres, aériens et maritimes en Europe de l'Est. We have over 100 jets at high alert operating in over 30 different locations. And over 120 ships from the high north to the Mediterranean, including 3 strike carrier groups.
Mais l'OTAN n'enverra pas de troupes sur le territoire ukrainien car l'Ukraine ne fait pas partie de l'Alliance. Alors, encore une fois, les chefs d'État et de gouvernement lancent un appel directement au président russe. Ich appelliere an Präsident Putin, stoppen Sie den Wahnsinn dieses Krieges. Jetzt. Face à la détermination de Vladimir Poutine, l'Union européenne adopte de nouvelles sanctions économiques et gèle les avoirs des dirigeants russes. La pression s'accentue aussi pour exclure la Russie du système international SWIFT, l'un des plus importants réseaux de messagerie bancaire et financière. Les Européens doivent être au rendez-vous de ce qui se passe. À la fois par les sanctions, ça ne suffira pas. Il faudra ensuite poursuivre pour étouffer le système et en particulier viser encore davantage les oligarques. Ce soir, la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès plaide pour l'envoi de matériel d'armement à l'Ukraine pour l'aider à résister face aux géants russes. Et justement, on va parler de cela avec le Premier ministre qui est notre invité. Bonsoir Alexander De Croo. Bonsoir. Alors on l'a entendu, Sophie Wilmès plaide pour établir une liste d'armes disponibles à envoyer à l'Ukraine. Mais est-ce que la Belgique va-t-elle, oui ou non, finalement envoyer des armes en Ukraine ? Donc on a décidé début de semaine d'envoyer du matériel de protection militaire, envoyer de l'aide médicale, aussi une proposition d'aide pour des gens qui, par exemple, ont des brûlures graves, de les soigner ici en Belgique. Maintenant, deuxième analyse, c'est de regarder quel type d'armement on peut envoyer, sachant naturellement que la défense belge est en état d'alerte aussi, peut être appelée à intervenir dans les interventions de l'OTAN. Il faut naturellement être sûr que notre défense ait aussi le matériel militaire qui est nécessaire. D'ailleurs, la demande a maintenant été faite, donc dans cette force de réaction rapide, on sait maintenant que donc il y a une demande d'envoyer des militaires belges qui seront envoyés donc au flanc est de la frontière de l'OTAN avec la Russie. Oui, puisque l'OTAN justement a décidé de renforcer sa présence à sa frontière avec l'Ukraine. On est face à l'histoire. C'est une vraie rupture dans les relations entre l'Occident et la Russie. Oui, je le crains. Je pense que c'est la guerre froide 2.0. Dans le sommet OTAN qu'on a eu tout à l'heure, quand on écoute les pays qui sont à cette frontière est, ils se sentent intimidés par la Russie, ils se sentent en insécurité. Et là, c'est le collectif, c'est le bloc de l'OTAN qui doit jouer, qui a toujours été notre meilleure garantie de sécurité, c'est de le faire en collectif. Et donc là, il faut être très clair, il faut montrer à la Russie que cette frontière de l'OTAN, ça, on va pas bouger d'un millimètre et on fera tout pour que la sécurité de tous les Européens et tous les membres de l'OTAN puisse être garantie. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent encore être prises face à la Russie ? On a pris des mesures économiques, naturellement. Hier, un premier paquet, aujourd'hui de nouveau. Le paquet le plus volumineux qui a jamais été décidé au niveau européen, qui va très très loin, en fait, pour isoler ce complexe économique militaire russe et complètement l'isoler du monde financier international, et aussi donc quand même avoir un point par rapport à certains personnages. Moi, j'avais hier aussi plaidé que le président Poutine soit aussi sur une liste de targets, qu'on puisse par exemple geler ses avoirs qu'il a en dehors de la Russie. On va revenir justement sur toutes ces sanctions, mais avant ça, je vous propose de poursuivre ce journal. On aura encore quelques petites questions à vous poser, restez avec nous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'ailleurs, se réunit aussi ce soir. Là aussi, la question ukrainienne risque de rendre la réunion assez mouvementée. Et on rejoint d'ailleurs notre correspondante sur place, Carrie Noten. Carrie, à quoi doit-on s'attendre lors de cette réunion ? Alors on sait déjà que le Conseil de sécurité va condamner l'agression russe, une violation du droit international et de la charte fondatrice des Nations Unies elle-même. Le Conseil va demander à la Russie de cesser les hostilités et de retirer ses troupes d'Ukraine. Mais surtout, ce qu'on sait aussi, c'est que cette résolution ne sera pas votée, tout simplement parce que la Russie va y opposer son droit de veto, un privilège qu'elle détient en tant que membre permanent du Conseil. Alors, ce qui est important, en fait, ce soir, si vous voulez, c'est de regarder comment la Russie est isolée sur la scène internationale. Et ça, ce sont les votes des 14 autres membres du Conseil qui vont nous le montrer. Et puis, surtout, ce veto est un passage obligé pour que l'Assemblée générale de l'ONU, cette fois, puisse se saisir de la question et faire voter l'ensemble des 193 pays, certainement la semaine prochaine. Merci, Carrie Noten, en direct de New York.
Et la cible principale du président russe, celui que Vladimir Poutine veut renverser, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il y a 3 ans, cet ancien comédien n'avait jamais fait de politique. Et aujourd'hui, il lutte pour défendre son pays. Son portrait avec Cédric De Vries et David Brichard. 21 avril 2019, Volodymyr Zelensky devient à 41 ans le président ukrainien. Sans aucune expérience politique, il est vainqueur avec près de 73% des voix. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. Avant son accession au pouvoir, Volodymyr Zelensky est acteur comique, vedette d'une série télévisée. Il y tient le rôle d'un professeur d'histoire qui se retrouve malgré lui à la tête du pays. Sa cote de popularité aidant, Zelensky décide de se lancer dans une vraie campagne présidentielle. La réalité rejoint la fiction et très vite il incarne le renouveau, un espoir pour l'Ukraine. Sa figure était assez innovante dans le monde politique puisqu'il n'avait pas fait de politique avant. Il revendiquait aussi de rompre avec les élites de la politique ukrainienne soviétique et post-soviétique. Et puis, il avait fait aussi campagne sur le rétablissement de la paix dans le Donbass, contre la corruption, etc. Originaire d'une région russophone de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky tente d'abord en tant que président de trouver un terrain d'entente avec Vladimir Poutine. Mais les tentatives de dialogue échouent et face à la pression toujours plus forte du Kremlin, l'ex-comédien se montre plus ferme et change de stratégie. Il s'est plutôt par la suite concentré dans une deuxième partie de son mandat sur les partenariats occidentaux en demandant justement une procédure accélérée d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, à une procédure accélérée d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Des demandes de soutien très mal perçues par Vladimir Poutine et qui n'ont fait qu'envenimer les relations entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une semaine, sentant l'attaque militaire arriver, Volodymyr Zelensky s'est montré très calme et déterminé. Нас не лякають жодні прогнози. Нас не лякають жодні люди, жодні вороги. Нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо себе захищати. Depuis le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky est clair, il ne quittera pas Kiev et défendra son pays jusqu'au bout. Volodymyr Zelensky, qui est donc la cible principale de Vladimir Poutine. On va en parler aussi de nouveau avec vous, Monsieur le Premier ministre. Alors, Vladimir Poutine, selon certains observateurs, est devenu fou. Est-ce que, selon vous, c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que Vladimir Poutine est fou? On est aujourd'hui confronté à un autocrate belliqueux qui, pour chaque problème, voit de l'agression. C'est pas la première fois. Il y a eu l'agression en Syrie, en Géorgie, dans plein d'endroits. Mais ici, clairement, il pousse en fait toute cette région dans une instabilité énorme. Pousse le continent européen dans une instabilité qu'on n'avait plus vue depuis la fin de la guerre froide. Je pense que c'est une bonne chose qu'au niveau de l'OTAN, il y a une unité qui est énorme. Tout le monde est très très clair. On veut se défendre les uns les autres. C'est important de le faire d'une manière collective. Tout est aux mains d'un seul homme. En Russie, pour l'instant, oui, on a l'impression. C'est aussi la raison pourquoi des sanctions personnelles par rapport à lui comme personne sont tout à fait justifiées. Mais il est en train de plonger son pays dans une instabilité énorme avec des conséquences économiques qui seront très graves pour un pays qui n'est quand même, si on compare toute la Russie, la richesse économique, le PIB de la Russie, c'est moins que le Benelux. Donc c'est moins que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc en fait, c'est quand même, en dépit du fait qu'il y a du gaz et d'autres ressources naturelles, c'est quand même un pays qui économiquement est assez faible et assez vulnérable. Et justement, ces sanctions, vous les avez évoquées, vous avez plaidé pour cibler précisément le président russe. Est-ce qu'elles sont suffisantes, ces sanctions? Est-ce qu'on va assez loin? Naturellement, par rapport à une intervention militaire qui est souvent directe, violente et a beaucoup d'effets, des mesures économiques, des sanctions, ça prend un peu plus de temps.
Mais d'un autre côté, c'est les sanctions qui vont très très loin, qui s'orientent vers ces grandes entreprises russes, vers cette classe d'élite russe. Vladimir Poutine précisément, est-ce que c'est symbolique ou bien vraiment le gel de ses avoirs en Europe? Le gel de ses avoirs, et on sait qu'il y a quand même pas mal d'avoirs en Europe, pas uniquement de Vladimir Poutine, aussi d'autres Russes qui sont très 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 riches. Je pense que ça leur touche à l'endroit où ça fait beaucoup mal. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Restez avec nous de nouveau, on va revenir sur un sujet en particulier qui concerne les Belges dans quelques minutes. Mais qu'en pensent les Russes? On va voir cela avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Alors Jean-Didier, quelle est la position des citoyens russes face à l'attitude de leur président, face à cette guerre en Ukraine? Alors écoutez, ils le soutiennent en grande majorité, mais il faut dire que la résistance s'organise avec les limites que connaît la liberté d'expression en Russie. Le pouvoir russe a fait savoir qu'il réprimerait, arrêterait tous les manifestants qui protesteraient contre cette guerre faite à l'Ukraine. On en est ce soir à environ un peu plus de 1800 arrestations. Mais il faut savoir, comme je le disais, que la résistance s'organise. Des blogueurs célèbres, par exemple, ont utilisé les réseaux sociaux pour faire savoir qu'ils condamnaient l'opération militaire russe et soutenaient l'Ukraine. Il faut savoir que des tribunes ont été aussi publiées dans la presse. Dmitri Muratov, prix Nobel de la paix, co-prix Nobel de la paix et rédacteur en chef de Novaya Gazeta, a publié dans son journal un éditorial en russe et en ukrainien. Il y a une centaine d'artistes, de personnalités du spectacle, de scientifiques qui ont eux aussi publié une tribune condamnant l'attaque russe en Ukraine. La communauté des journalistes en a fait de même, et une des journalistes qui l'avait signée, qui était par ailleurs membre de cette équipe de journalistes qui suit en permanence le ministre des Affaires étrangères, eh bien, elle a été exclue de ce pool, de cette équipe, au motif qu'elle avait signé cette tribune condamnant l'attaque russe de l'Ukraine. Enfin, et ça vaut peut-être la peine de le souligner, il y a une centaine de conseillers municipaux de villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, mais également Veliki Novgorod ou Samara, qui sont beaucoup moins importantes que les deux capitales actuelles et impériales de la Russie, qui ont eux aussi signé une tribune condamnant cette attaque russe contre l'Ukraine, ce qui vaut la peine d'être signalé parce qu'en tant qu'homme politique, ils prennent des risques quand on connaît la verticalité du pouvoir en Russie. Mais tout cela, ça reste bien peu comparé à la population totale de la Russie qui compte 145 millions d'habitants. Une contestation qui reste marginale pour l'instant, mais que les sanctions décrétées récemment devraient ou pourraient ou pourront peut-être nourrir et faire croître. Merci Jean-Didier Revoin pour le point sur le sentiment des Russes, des citoyens russes face à cette guerre. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Stéphane Piedboeuf. Ensuite, vous avez rendez-vous avec votre magazine C'est du Belge. Excellente soirée.